Vous, on peut démarrer? Oui, oui, tu peux démarrer, Schéma. Là, je suis à la porte. D'accord, ok. Très bien, donc on peut démarrer. Allez, on partage. Oui. Alors, bonjour, rebonjour plutôt à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc aujourd'hui, c'est le nouvel épisode des Mercredis de l'Export. Et merci à tous d'être aussi nombreux. Donc, je suis Chema Boukedi, je suis responsable du programme Expan Africa de Connectinov. Donc, Connectinov, c'est une structure d'accompagnement 100% santé, 100% health tech, c'est-à-dire qu'on accompagne les entrepreneurs, quel que soit le stade d'avancement de leur projet, dans le domaine de la e-santé, de la biotech et de la medtech, donc les dispositifs médicaux. Et en juin dernier, on a lancé, notre programme Expan Africa, qui a pour principal objectif d'accompagner les startups et les PME dans le domaine de la health tech à mieux se structurer et à renforcer un peu leur capacité d'expansion vers d'autres marchés du continent africain. Et donc, avec le programme Kaweful, qui est financé par l'AFD et mis en œuvre par Expertise France, donc on a lancé la première cohorte qui accompagne les startups et les PME tunisiennes à aller vers le marché du Sénégal et de la Mauritanie. Et donc, si vous nous avez suivis, on fait plusieurs activités. Et parmi ces activités-là, c'est les Mercredis de l'export, qui est une série de webinaires de sensibilisation à l'export et surtout de sensibilisation à l'importance de l'export vers d'autres pays du continent africain. Et donc, pour aujourd'hui, on va parler donc du marché de la santé et du marché de la health tech, donc de la Mauritanie. On va parler des défis, on va parler des opportunités et des tendances donc de la santé en Mauritanie. Et pour en parler, nous sommes très ravis et honorés d'avoir donc un panel de haut niveau, si je peux dire. Donc, on est très honoré d'avoir avec nous Monsieur Mohamed Mahmoud Eli Mahmoud, qui est chargé de mission au cabinet du ministre de la Santé et qui était auparavant directeur général de la Santé en Mauritanie. Bonjour, Monsieur Eli Mahmoud. Je ne sais pas si votre micro est en mute. Pardon, je viens Oui. d'ouvrir le micro. Merci Bonjour. beaucoup. Merci beaucoup. Donc, souci. Ok. Merci beaucoup. Je me présente. Je suis Mohamed Mahmoud Ali Mahmoud, chargé de mission au cabinet du ministère de la Santé, ancien directeur général de la santé publique, ancien directeur général de la santé, ancien directeur de la surveillance épidémiologique pendant toute la période de Covid. Bref, cadre du ministère de la Santé du gouvernement mauritanien. C'est mon deuxième contact avec ce webinaire. J'ai assisté déjà à une visioconférence. Je suis très À partager avec nous aujourd'hui. Justement. Oui, justement. Je voulais dire que je suis très intéressé par tous les sujets innovation, surtout dans le cadre de la santé, digitalisation du système de la santé. Donc, nous avons quelques initiatives au niveau de la Mauritanie, mais ce n'est pas encore très structuré. Voilà, donc j'espère que votre initiative vient s'ajouter à cela et qu'on avance avec vous. Merci beaucoup.
Merci. Merci à vous. Nous sommes tout aussi ravis et honorés de vous avoir avec nous aujourd'hui pour partager votre expérience et votre vision aussi des choses. Aussi, on est très, très heureux et ravis d'avoir Dr Alem Al-Mahdi qui est... comment vous définir? Vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes très actif dans le domaine de la santé. Vous êtes experte en santé économique, dans le financement, dans l'investissement, dans la santé digitale. Vous avez un background scientifique. Docteur Alema, bonjour et je pense que vous êtes mieux placé pour vous présenter que moi. Merci, merci Madame Shema. Je suis très honorée de participer à ce panel aujourd'hui, doublement honorée de participer à un panel organisé par vous et encore plus honorée de partager ce panel avec mes chers aînés, Dr Farah et Eli Mahmoud. Je sens que la discussion sera très enrichissante, Inch'Allah. Certainement, certainement. Merci. Merci à vous et très ravie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et last but not least, comme on dit, donc Dr Farah Al-Ghoul, avec qui nous collaborons étroitement aussi. On est très ravis de l'avoir avec nous aujourd'hui. Elle est médecin des hôpitaux, résidente en neurochirurgie et neurobiologiste. Bonjour, Dr Farah. Bonjour Shema, j'espère que tu vas bien. Je remercie de m'avoir invité. Effectivement, on collabore ensemble, donc on se connaît un petit peu. Mais moi, je suis médecin. J'ai un background un peu particulier, un parcours particulier. Je suis à la base neurobiologiste, donc j'ai travaillé dans des unités de recherche en France sur le glioblastome, le cancer du cerveau. Et ensuite, j'ai repris mes études. Donc là, une base de neurobiologiste, ingénieur en neurobio, dans la recherche. Ensuite, j'ai repris mes études de médecine pour finir effectivement neurochirurgienne, j'espère, dans un mois. Donc, je suis très honorée de faire partie de tout ce panel-là. Et puis, j'ai participé aussi en parallèle de tout ça, je pense que je suis un peu hyperactive, à plusieurs projets de construction d'hôpitaux, d'établissements de santé, à Ouadane, au centre spécialité, parce que j'ai été pas mal auprès du professeur Soumaré pour la mise en place de l'hôpital, des spécialités à Nouakchott. Et puis, je suis aussi honorée de partager l'affiche avec ce beau monde. Alors, je connais très bien Alama, effectivement. C'est une amie promotionnaire avec effectivement un parcours extraordinaire. On partage beaucoup de choses en commun et des histoires communes. Donc, je suis très, très contente. Et puis aussi, Monsieur Mahmoud, Eli Mahmoud, que j'ai le plaisir de connaître aujourd'hui. Très bien, merci à vous tous donc d'avoir accepté donc de faire partie de ce panel. Merci pour votre disponibilité. Donc je pense sans plus tarder on peut démarrer les discussions et on peut commencer par Monsieur Eli Mahmoud justement. Vous êtes aujourd'hui chargé de mission au cabinet du ministre de la Santé et vous êtes ancien directeur général de la santé en Mauritanie. Donc est-ce que vous pourriez dresser un schéma général du secteur de la santé en Mauritanie aujourd'hui? Donc, comment est-ce qu'il est structuré? Qui sont les acteurs clés? Quelles sont les institutions principales? Donc, vraiment nous donner un panorama général du secteur de la santé aujourd'hui en Mauritanie. Merci beaucoup. Donc, le secteur de la santé en Mauritanie, comme d'ailleurs tout secteur de santé dans les pays similaires ou dans la sous-région, est constitué d'un système pyramidal avec 3 niveaux. Le niveau opérationnel qui est fait par les districts sanitaires, les centres de santé, postes de santé, la santé communautaire, les hôpitaux régionaux de référence, le niveau intermédiaire qui est fait par les centres hospitaliers régionaux, les directions régionales de la santé, et un niveau tertiaire qui est fait par le niveau stratégique du ministère de la Santé, mais au niveau de la pyramide aussi, les hôpitaux spécialisés, tout ce qui est santé tertiaire est placé avec les systèmes tertiaires. Le ministère de la Santé
géré par un cabinet, un ministère de la Santé, secondé par un secrétaire général, un cabinet du ministre fait de conseillers, de chargés de mission, une inspection générale et des directions centrales. Nous avons 11 directions centrales, dont particulièrement quelques-unes peuvent nous intéresser dans le cadre de la digitalisation des systèmes de santé, à savoir une direction de promotion des nouvelles technologies récemment créée, une direction de la coopération. Nous avons un ancien programme de télémédecine qui va certainement être structuré avec la nouvelle direction de promotion de nouvelles technologies et un système d'information, un programme de système d'information sanitaire qui aussi rattaché comme tout système d'information sanitaire avec la direction de la planification, mais sa partie digitale, elle est logée dans la nouvelle direction de promotion des nouvelles technologies et de l'informatique, tout ça. En dehors de ça, nous avons d'autres programmes qui sont très actifs et qui utilisent beaucoup d'initiatives de nouvelles technologies, à savoir le programme de vaccination qui a une plateforme de vaccination, le programme de santé communautaire aussi qui a une plateforme. Nous avons les programmes de prise en charge des maladies comme la tuberculose, le VIH, le paludisme, qui eux aussi, à leur côté, utilisent des plateformes de prise en charge des malades. Nous avons beaucoup d'initiatives dans le cadre de la digitalisation qui ne sont pas forcément très organisées. Nous avons beaucoup de tentatives de digitalisation du système de santé, de création de dossiers patients partagés, mais qui sont encore des initiatives qui n'ont pas encore abouti à un système. Ce qu'on souhaite mettre en place, c'est un système basé sur l'identité du patient, sur le dossier patient et qui est connecté avec le système national de registres sécurisés, qui est un système très développé. Beaucoup de secteurs gouvernementaux ont déjà digitalisé leurs services, greffés sur ce système national d'information qui offre une identité et qui couvre 99% de la population et qui couvre un ID pour toute la population. Donc, c'est facile de greffer tout système tout service digitalisé, mais au niveau de la santé, nous avons des initiatives, mais qui n'ont pas encore abouti à un système. Au-delà de ça, les hôpitaux spécialisés ont tous leur propre système d'information. J'en ai vu certains qui sont très développés, particulièrement celui du système de l'hôpital spécialité de cardiologie. Il a un système d'information hospitalier très développé. Mais tant qu'on n'a pas mis tous ces systèmes dans un réseau commun, on n'a pas encore atteint la phase où on peut développer des initiatives de digitalisation pour un système commun. Nous avons déjà travaillé dans les systèmes d'information sanitaire sur la CIM 11 et même la CIM 12 dans l'enregistrement des faits d'état civil. Ça, c'est aussi un projet en cours qui a besoin d'être digitalisé et d'accompagner les systèmes. Donc, c'est à peu près, je ne vais pas être long, mais j'ai essayé de ramasser, de parler rapidement des initiatives en cours et des projets en cours. Nous avons aussi un projet en cours avec l'Union européenne qui est financé par l'Union européenne de dossiers patients
Dans le cadre aussi, nous avons d'autres initiatives avec l'Organisation mondiale de la santé, avec les systèmes de surveillance épidémiologique, des initiatives des systèmes d'information épidémiologique, et aussi avec le Centre national des opérations d'urgence en santé publique. Il a aussi son système. Donc, je vous remercie. À vous. Très bien, merci à vous. Donc, un grand travail donc, stratégique de structuration. Il y a beaucoup d'initiatives. Vous avez parlé surtout des initiatives de digitalisation, donc des systèmes de santé, de prise en charge dans les hôpitaux également. Donc, il y a donc une certaine effervescence dans le secteur de la santé, une certaine évolution. Là, je me tourne vers Dr Alema, qui est très actif dans le domaine de la santé. Donc, parlez-nous un peu de cette effervescence-là, surtout donc, en matière d'innovation technologique, d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, où est-ce qu'il en est, par exemple, en Mauritanie? Et quand on parle d'entrepreneuriat, on parle également donc, de partenariat public-privé. Donc, parlez-nous un peu de tout ça et de l'évolution de tout ce secteur autour de ces axes-là. Allô, docteur Alema, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends, je suis là. Très bien. Merci pour la question. Ça vient en complément à ce que docteur Elie Mahmoud vient d'annoncer. Il faut savoir que cette effervescence ne concerne pas uniquement le secteur de la santé et que nous sommes à une phase de transition justement où il y a une effervescence au niveau de tous les secteurs. En ce qui concerne l'écosystème de l'entrepreneuriat, bien sûr que cet écosystème est interconnecté avec celui du financement global et du financement de la santé. Et dans tout ça, nous avons cette révolution digitale et technologique mondiale et continentale dont la Mauritanie ne fait pas exception et est obligée de suivre, bien sûr, l'évolution naturelle des choses. Pour ce qui concerne le partenariat public-privé, qui est un modèle économique qui n'est pas innovant, qui existe depuis très longtemps et qui est pratiqué peut-être des fois dans l'informel et des fois de manière formelle, mais pas bien définie. Il y a encore un cadre à renforcer afin de pouvoir apporter ces deux acteurs sur la même table et permettre une collaboration vraiment efficiente entre les deux. Bon, pour le financement de la santé, en Mauritanie, on connaît une évolution énorme. Il faut reconnaître que même si on est encore loin et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, il faut reconnaître que nous avons fait beaucoup de choses jusqu'aujourd'hui. Quand on prend le système de santé de la Mauritanie il y a 60 ans et le système de santé aujourd'hui en termes d'infrastructures, en termes de ressources humaines, en termes d'innovation, en termes de technologie, on observe vraiment une évolution remarquable, une croissance remarquable. Et cette évolution ne pouvait avoir lieu que grâce à un système et une stratégie de financement, de financement efficace. Donc, l'évolution, elle est là. Les partenariats internationaux et les partenariats au niveau national entre les différents secteurs sont à renforcer. Maintenant, ce que moi, je vais vous demander, c'est que vous m'avez posé 3 questions ensemble. Donc, j'ai essayé de vous les résumer. Donc, pour vous donner plus de détails, je vous demanderai de me préciser exactement la question. Alors, en fait, c'est 3 questions en une seule. C'est justement ce que vous venez de... Voilà, parce que donc l'idée, c'est de parler de toute cette effervescence autour de ça. Donc, peut-être
parler un peu du financement, chose que vous venez de faire, mais aussi de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a des initiatives autour de l'entrepreneuriat, autour de l'innovation, notamment l'innovation technologique? Oui, il y a des actions qui sont portées par la Mauritanie dans ce sens, notamment en un premier temps, déjà par la mise en place de structures et de programmes qui ont pour mission justement de créer un environnement qui va motiver l'entrepreneuriat, qui va initier l'entrepreneuriat, qui va accompagner les entrepreneurs, qui va créer un écosystème, un environnement favorable pour ça et qui va aussi attirer les entrepreneurs étrangers et aussi les entrepreneurs au niveau local. Vous avez la PIM qui est là, qui a toujours fait un excellent boulot, qui a mis en place différents programmes et différentes sous-directions au sein de cette même structure, qui a pour mission justement de faciliter non seulement l'accès financier et l'accès à un réseau de partenariat à ces porteurs de projets, mais surtout de les accompagner et de les guider dans leur stratégie. Ça, c'est en général. Et l'entrepreneuriat de la santé est inclus dans ces programmes-là. L'entrepreneuriat dans le secteur de la santé n'est pas écarté dans cette dynamique-là. Tous les secteurs sont concernés, dont la santé. Et en ce qui concerne l'innovation technologique est un terme, je dirais, assez aujourd'hui, quand on parle d'innovation technologique, la technologie, elle est innovée depuis très longtemps. Elle existe depuis très longtemps. Maintenant, le monde évolue de manière à ce que tout secteur est obligé de se digitaliser et d'adopter cette technologie. Qu'elle soit innovante ou pas, c'est une évolution naturelle, c'est une transition qui est là, que nous sommes obligés de suivre. Soit on se digitalise, soit le monde ira et nous laisser. Maintenant, là où tout va se jouer, c'est comment innover cette technologie et comment adapter cette stratégie d'innovation technologique au contexte de chaque pays. Parce qu'il faut prendre en réalité les contextes socioculturels au niveau de chaque pays et prendre en réalité aussi les défis, les barrières et les obstacles. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, oui. C'est vaste. Si vous voulez oui, justement, l'innovation, et encore aujourd'hui, l'innovation, il se détache un peu aussi de la technologie, hein, parce qu'on peut innover sur différents domaines, pas que sur la technologie. Justement, très bien, merci beaucoup. Oui. Bien sûr, on peut innover pour ne pas vous couper, on peut innover sur différents domaines, pas que la technologie. L'innovation s'impose à nous, en tous les cas. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup pour cette vue générale. Merci, Dr Adem. Là, je passe à Dr Farah avec sa vision beaucoup plus terrain, je dirais. Donc, dans les hôpitaux, c'est une femme de terrain. Donc, on a parlé d'une grande dynamique justement dans le domaine de la santé, beaucoup d'initiatives, que ce soit technologique ou pas. Donc, il y a un grand travail qui est fait, mais il y a sûrement certains défis qui sont encore là aujourd'hui dans le secteur de la santé. Donc, parlez-nous un peu s'il y a des défis face à toute cette dynamique-là. Merci beaucoup de me donner la parole. Alors, effectivement, moi, je suis sur le terrain. Alors, j'ai monté des projets, donc j'ai été un peu devant et derrière le rideau. En tant que praticienne hospitalière, les défis sont multiples, mais sont interdépendants, sont évidemment connectés. Au niveau des infrastructures, sur le plan structurel, il commence là depuis à peu près 5-10 ans à y avoir une modernisation ou bien des structures et des infrastructures des établissements de santé en Mauritanie, spécialisés particulièrement. Donc, on a eu la construction d'un gros établissement il y a, je pense, 15 ans, une dizaine d'années même,
du centre hospitalier, du Centre national de cardiologie, pardon, qui a été vraiment une des premières structures, on va dire, modernes en Mauritanie, avec vraiment beaucoup de moyens au niveau technique aussi, technologique, avec vraiment, on est à peu près au niveau du CNC. Le CNC, on fait quasiment plus d'évacuation sanitaire pour des problématiques de cardiologie, on va dire, classiques. Après, même pour les chirurgies un peu lourdes, on amène parfois des personnes ici pour la formation. Mais techniquement, on a un bon plateau technique, par exemple, pour cette spécialité, parce qu'on a initié cette modernisation des infrastructures et cette construction de nouvelles infrastructures. Donc, effectivement, ça commence. Le deuxième établissement, ça a été le centre hospitalier des spécialités. On vient juste d'inaugurer, je travaille au centre hospitalier des spécialités en tant que neurochirurgienne. Et ça a été le deuxième gros établissement moderne de Mauritanie, toujours dans la capitale, à Nouakchott, qui est spécialisé en tête et cou, neurochirurgie, maxillofaciale, ORL, orthopédie. Et là aussi, on a vraiment des équipements de pointe. Je vais vous dire pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça par la suite, parce qu'on a d'autres problèmes du coup, à cause de ces équipements de pointe. Et on a aussi le troisième gros projet du gouvernement, c'est l'extension du centre hospitalier national, qui est, alors les trois sont universitaires, qui est le plus gros établissement, un des plus gros établissements de Nouakchott, et qui effectivement, en termes d'infrastructure et de plateau technique, est très très bien doté. N'a rien à envier à la sous-région, en tout cas. La problématique qui se pose, pour moi, au niveau, comme je suis sur le terrain, c'est le manque de formation du personnel par rapport au plateau technique moderne qu'on a pu acquérir. Et surtout, alors c'est pas nécessairement pour les médecins, mais c'est surtout pour les paramédicaux et les métiers de techniciens de radiologie, pour des personnes qui doivent faire fonctionner ces machines, ces géographes, et aussi le problème de la maintenance qui se pose. Donc, c'est vraiment des formations techniques, des paramédicaux et des techniciens de santé. Ingénieurs biomédicaux, techniciens de santé, paramédicaux, c'est vraiment ce qui nous manque sur le terrain. On a un gros microscope. On a des équipements, on a le dernier microscope, là, le Leica, par exemple, au CHS. Et là, nous, en tant que médecins, on sait le faire fonctionner, mais il nous manque la formation des paramédicaux, il nous manque des techniciens pour la maintenance. Donc, on est obligé à chaque fois de faire venir des personnes de l'étranger. Et c'est ça le défi, en fait. C'est pouvoir, au niveau de la formation des personnels, être en fait au même niveau que la modernisation de nos structures au niveau d'équipements. C'est le premier problème. On a une étuve, elle fonctionne, demain elle ne fonctionne plus, on ne peut plus opérer. Donc, ça nous pose vraiment problème. Excusez-moi. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Tu me fais moi un pouce, Schéma? Ouais. Ok, super. Donc, ça nous pose vraiment problème parce qu'on n'arrive pas à être à la hauteur de la technologie qu'on importe et qu'on achète. Le deuxième, et ça c'est un vrai problème, la formation des personnels, c'est un vrai problème. On a le matériel, on a le plateau technique, on a acheté ça avec des millions de dollars et aujourd'hui, il faut faire fonctionner et il faut la maintenance. Si demain, l'étuve ne fonctionne pas, je ne peux pas travailler, c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui par exemple. Donc, il y a aussi un deuxième défi, je trouve, et ça c'est en lien avec la digitalisation, l'innovation technique. C'est le fait que Nouakchott est un grand pays, même si au niveau de densité de population, on a 1 million d'habitants à Nouakchott, on a 3 millions d'habitants en dehors de Nouakchott, et on a un problème de décentralisation de la prise en charge de soins. Donc, pourquoi? Parce qu'au niveau Schéma, tu me coupes quand j'ai plus le temps. Au niveau des structures, les structures de soins qui sont autour, à l'intérieur du pays, sont très éloignées. On a un pays très vaste. Donc, on est obligé de décentraliser certaines pathologies et certaines structures. Moi, j'aimerais bien qu'on décentralise tout, en fait. L'idéal, c'est qu'on ait un hôpital moderne qui fonctionne dans chacune des oulayas. Alors, on a un hôpital, mais on centralise la majorité des pathologies importantes. Et même les habitants eux-mêmes viennent à Nouakchott, même pour des soins de base. Et je pense que le défi est là.
c'est-à-dire participer grâce à l'innovation et aux nouvelles technologies, à la digitalisation, à la formation à distance, à la possibilité de décentraliser pour mieux faire fonctionner la prise en charge des soins en Mauritanie. Et avec voilà, une étude de faisabilité sur toute l'étendue du territoire. Alors, je pense que c'est aussi un défi au niveau du gouvernement qui met en place des choses, mais je pense qu'au niveau, ce qui peut intéresser des investisseurs ici, c'est travailler sur, en parallèle justement de la modernisation et des nouvelles technologies, pouvoir travailler sur cette décentralisation de la prise en charge. Il y a aussi sur le plan opérationnel d'autres petites problématiques qui se posent à nous. On a souvent, nous, des problématiques de rupture d'approvisionnement de médicaments, par exemple. Alors ça, c'est peut-être des problématiques de gestion des stocks, d'anticipation de certains achats. Je ne suis pas pharmacienne. En tout cas, c'est ce que je vis au quotidien, moi, au niveau des besoins. Et effectivement, en dernier lieu, le dernier défi, et on est en train de s'y mettre, mais c'est ce que mes collègues ont dit précédemment, la digitalisation des parcours de soins, qui commence, mais qui est nécessaire. Et donc, en parallèle de cette digitalisation, il va nous falloir une formation à cette digitalisation. Parce qu'on est capable de l'acheter, mais maintenant, il faut une formation continue. Il faut que ça fonctionne tout le temps. Et cette digitalisation, il est nécessaire qu'elle soit aussi, qu'elle soit incluse dans une coordination entre toutes les structures sanitaires. Qu'un dossier qui me vienne de Zouérat, de l'hôpital de Zouérat, puisse être au sein du même réseau, en tout cas, que je puisse l'exploiter moi, au sein d'un même réseau digital. Voilà. Ce sont les principaux défis, en tout cas, que j'ai évalués. Très bien, merci beaucoup, Dr Farah, pour cette vue générale. Moi, je retiens donc en plus, bien sûr, des défis de maintenance, de décentralisation, etc., dont vous avez parlé. Je retiens aussi donc le travail technologique, donc d'adaptabilité entre les différents systèmes et surtout d'interopérabilité. Aujourd'hui, dans le jargon technologique, on parle beaucoup d'interopérabilité, donc d'utilisation de la technologie sur différents systèmes. Comme ça, il y a un partage et il y a une meilleure expérience, que ce soit pour le patient, mais aussi pour le médecin qui est derrière donc, tout ce travail. Donc, merci beaucoup donc, pour les défis, mais là, on va passer quand même aux opportunités. Donc, je repasse la parole à Monsieur Elie Mahmoud pour parler un peu des opportunités qu'offre le marché donc de la santé en Mauritanie aujourd'hui, surtout aux entreprises étrangères qui souhaitent développer leur activité. Je pense par exemple aux entreprises tunisiennes qui ont déjà des activités en Tunisie, qui sont bien implantées et qui veulent exporter leurs services ou leurs produits, qui veulent développer leurs activités. Donc, comment est-ce qu'elles peuvent donc trouver des opportunités? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des besoins assez spécifiques donc sur lesquels ces sociétés-là elles peuvent donc exporter par exemple? Monsieur Elie Mahmoud, oui. Merci beaucoup. Je commence d'abord par remercier les collègues Farah et Allama. Donc, c'est très enrichissant pour moi d'avoir le point de vue des gens sur terrain. Je remercie Allama pour la partie financement et Farah qui a parlé des défis réels de notre système de santé. Donc, je continue avec ces défis qui peuvent être transformés en opportunités. Farah a cité l'extension de l'hôpital national qui va dans quelques mois être mise en place avec beaucoup de matériel acquis, de derniers cris, de dernières nouvelles technologies qui ont besoin de maintenance, mais aussi de formation de personnel sur ce matériel. Nous avons un énorme déficit en la matière et voilà, c'est une opportunité de venir accompagner tous ces projets. Mais en plus du projet de CHS, de l'hôpital national, nous avons un très grand projet, peut-être le plus grand du pays, qui est le CHI de la Mauritanie, qui a déjà son financement de plus de 100 millions de dollars avec l'Arabie Saoudite, qui va intégrer tous ces aspects.
Aussi, le pays est en train a déjà acquis un autre financement pour un hôpital mère et enfant. Nous avons toujours notre hôpital mère et enfant qui est dans des recoins qui ne sont pas adaptés. Donc, le financement aussi est acquis pour construire un grand hôpital mère et enfant. Nous avons 3 hôpitaux en cours de construction et dont l'équipement est en train d'être lancé, à savoir l'hôpital d'Ayoun, d'Alek et de Tidjikja. Le Premier ministre a annoncé hier seulement 2 autres hôpitaux régionaux et 3 autres hôpitaux Muqata'a. Donc, ça, c'est aussi des projets en cours qui ont besoin d'être accompagnés. Donc, vous pouvez imaginer l'extension, vous pouvez imaginer les opportunités qu'accompagnent ces extensions en matière de maintenance, mais aussi de formation du personnel, d'accompagnement des ressources humaines. J'ai oublié de citer aussi que le ministère de la Santé a mis en place 2 plateformes tout récemment, digitales, l'une pour la gestion des ressources humaines et l'autre pour la gestion du matériel et de la maintenance, qui ont besoin d'accompagnement aussi. En matière de pharmacie, le pays est en train de mettre en place le système de sérialisation des médicaments. Il y a un projet en cours de mise en place au niveau des pratiquement seul point d'entrée pour les pays, pour les médicaments, qui est le port de Nouakchott, en train de mettre en place un dispositif de sérialisation, que tous les médicaments en entrée au pays doivent être étiquetés au niveau de ce point, au niveau du port de Nouakchott, en plus d'un besoin de digitalisation de tous les systèmes, de la mise en réseau de toutes les pharmacies, des officines du pays. Donc, ça, c'est aussi un système très important. Je termine peut-être par les besoins en télémédecine. Docteur Farah a cité l'intérieur du pays. Vous pouvez imaginer, la Mauritanie, c'est le pays qui a la densité de population la moins importante, je crois, dans le monde entier, parce que nous avons pour les 3 millions à peu près, ou bien les 3 millions 300, dans l'intérieur du pays sont regroupés dans 8400 localités. Donc, quasi impossible d'offrir une couverture pour ces localités. Nous avons la moitié de nos localités comptent moins de 50 habitants. Donc, c'est le système adapté à cela, c'est de développer une télémédecine efficace et partout. Donc, des plateformes de télémédecine, une mise en réseau d'un système de télémédecine, parce que nous n'avons pas la possibilité d'offrir tous les spécialistes partout. Donc, ce que le docteur a imaginé, c'est un système où tous les agents de santé sont dotés de plateformes digitales pour permettre de donner l'accès à des spécialistes à Nouakchott qui vont gérer tout ce flux de consultation qui ne peut pas être couvert par un système classique de santé. Donc, je pense que le potentiel est très grand par rapport à la digitalisation à travers un système de télémédecine. Nous avons déjà vu, on a été conseillé par nos partenaires de cela. Nous avons déjà vu une expérience en Mongolie qui est similaire, qui ont à peu près une population similaire à la nôtre et qui utilisent des plateformes de télémédecine. Donc, nous pensons que cela est adapté à notre contexte. Il suffit d'avoir les génies, les informaticiens, les jeunes qui vont innover et qui vont nous offrir cette solution qui va être miraculeuse pour notre pays. Donc, je crois que je ne vais pas être long. Je vous remercie et je laisse aux collègues. Merci à vous, merci. Donc, comme vous avez dit, le potentiel est là, le potentiel est grand. Mais là, en fait, les opportunités, j'aimerais vraiment qu'on aille un peu au-delà
de la digitalisation. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des entreprises, par exemple, nous, on accompagne des entreprises tunisiennes qui sont dans les dispositifs médicaux, qu'ils soient connectés ou pas, dans la cosméto, dans les médicaments également, dans la maintenance, dans la formation continue. Donc, il y a également des opportunités donc, pour ce type d'entreprise. Docteur Farah, par exemple, par rapport à ce qu'a dit Monsieur Edi Mahmoud, donc, et toutes les opportunités qui sont offertes, d'après vous, sur quel segment on peut donc se concentrer, sur quel segment les entreprises pourraient apporter une valeur ajoutée aujourd'hui? Bon. Alors, effectivement, il y a plusieurs segments au niveau du secteur hospitalier, en tout cas, qui peuvent intéresser les entreprises tunisiennes et les investisseurs. Moi, je vois premier segment sur l'hygiène hospitalière, donc vraiment un secteur très important et qui mérite ici en Mauritanie une professionnalisation et une spécialisation de la profession, de la formation et une spécialisation en termes d'utilisation de produits, des produits spécifiques, par exemple pour le nettoyage des instruments chirurgicaux, mais aussi du bloc opératoire et aussi des services hospitaliers qui sont aussi adaptés en fonction de la spécialité. On ne nettoie pas un bloc de viscéral comme on nettoie un bloc de chirurgie et on ne nettoie pas un service de pédiatrie comme on nettoie un service d'imagerie, premièrement. Il y a aussi une grosse consommation, je trouve, au niveau des consommables. La Mauritanie, c'est depuis la modernisation en fait des pratiques hospitalières, on est sur du jetable partout, tout le temps. Alors les draps jetables, on est sur une utilisation de masques, au niveau aussi du secteur, au sein du bloc opératoire, on est sur du tout jetable maintenant. Et vraiment, je pense qu'au niveau des consommables jetables, il y a beaucoup de choses à faire en Mauritanie. Il y aura à un moment donné beaucoup de demandes, puisqu'on est en train d'augmenter, comme l'a dit Monsieur Edi Mahmoud, on augmente en puissance d'infrastructure, on augmente en volume d'infrastructure, et de toute façon, la loi de cause à effet est qu'on va augmenter en termes de consommation de produits jetables, consommables et consommables. On est aussi en expansion sur le système d'imagerie, donc, et de biologie médicale. Donc tout ça, ça nécessite aussi du matériel, que ce soit de haute technologie pour la biologie médicale et l'imagerie, mais aussi du petit matériel, par exemple des cuves à spectrophotométrie. C'est aussi du consommable pour lesquels je pense il est intéressant pour les entreprises tunisiennes, par exemple, de s'implanter et d'avoir une continuité, en tout cas, une continuité ou en fait une implantation qui peut être durable, puisque les consommables, c'est toute la vie d'un hôpital. C'est tout le temps et toute la vie de manière chronique, on va dire. Nous avons parlé aussi de la télémédecine et de l'expertise, je ne vais pas revenir dessus. Moi, je pense que la Mauritanie mérite aussi de se mettre vraiment à la pointe au niveau des dispositifs de solutions mobiles de suivi de patients et de dispositifs connectés de santé maternelle et infantile aussi à ce niveau-là. Et aussi, je pense que ça peut intéresser certaines entreprises digitales et les plateformes de gestion hospitalière. Nous avons aussi une importante natalité ici dans ce pays. Et je pense que l'accent peut être mis sur tout ce qui est autour de la santé maternelle et infantile. Que ce soit au niveau de la prévention, que ce soit au niveau de la prise en charge, que ce soit au niveau de la prévention. Voilà ce que je peux vous dire en termes de segments, en tout cas, sur lesquels les entreprises tunisiennes peuvent être intéressées sur le long terme. Voilà. D'accord, très bien, merci. Merci beaucoup, Dr. Farah. Donc, je passe à Dr. Alem. Et là, ma question, c'est, donc, au-delà de ces opportunités, donc, dont Dr. Farah et M. Edi Mahmoud ont parlé, donc, est-ce qu'il y a d'autres opportunités qui peuvent être intéressantes? Je pense, par exemple, aux opportunités de financement
qui soit accessible aux entreprises qui souhaiteraient exporter et développer leurs activités en Mauritanie. Merci, merci Shema. La question elle est très pertinente parce que, comme on dit, l'argent c'est le nerf de la guerre. Donc on peut rien espérer sans argent. Et je rejoins en introduction de ce que je vais dire, je rejoins ce que Dr Farah a abordé tout à l'heure, c'est qu'on arrive à acheter ces plateformes. On arrive à acheter le matériel, on arrive à financer notre système de santé. Mais on n'arrive pas à former nos professionnels à l'utilisation de ce qu'on met à leur disposition. Ça revient à ce que je disais il y a quelques jours lors du forum africain sur le don et la transplantation d'organes. Moi, je ne dirais pas qu'on a un manque de financement ou on a un sous-financement, non, on a un pseudo-sous-financement. C'est qu'on a un problème au niveau de notre leadership et de la qualité de notre gouvernance. Maintenant, en ce qui concerne les entreprises étrangères, la Mauritanie, comme tout autre pays, aucun pays ne peut se développer seul. Ce n'est pas possible. D'autant plus que nous venons de commencer. Nous sommes obligés de collaborer avec des structures étrangères, que ce soit des structures privées étrangères ou que ce soit des structures publiques étrangères ou que ce soit des startups étrangères. Nous sommes obligés de collaborer avec ces acteurs étrangers pour pouvoir nous aider à développer le secteur de notre santé, développer même l'économie du pays. Donc, nous sommes obligés de rendre l'écosystème favorable à leur implantation. Il y a des mécanismes de financement. J'ai abordé tout à l'heure la PIM, j'ai abordé tout à l'heure quelques programmes qui ont été mis en place non seulement pour la promotion de l'innovation, pour la promotion des startups, pour la promotion de l'entrepreneuriat, mais surtout pour attirer, implanter et accompagner les investisseurs étrangers, que ce soit des investisseurs directs ou pas. Le financement, il est hybride et il est existant. Le mécanisme de financement, il va différer non seulement du projet et du secteur, mais surtout du porteur de projet. Il faudra que l'objectif du projet aille en accord avec les attentes du système de santé, avec l'état d'avancement de notre système de santé et que ce soit aligné avec les priorités de notre programme national de santé. Là, ça permettra de mettre en place un mécanisme de financement réaliste qui va suivre les attentes et les objectifs de toutes les parties prenantes et c'est comme ça qu'on pourra aboutir à un résultat efficient. Si on essaye de dire, bon voilà, les opportunités qu'il y a, les opportunités, aujourd'hui, on ne peut pas mettre en doute l'existence d'opportunités, pas seulement en Mauritanie, mais dans plusieurs autres pays. Pourquoi? Parce que chez nous ici, par exemple, tout est à faire. L'opportunité est là, c'est un terrain vierge. Et pas n'importe quel terrain vierge. Un terrain vierge, je ne dirais pas favorable, mais je dirais hyper favorable. Dans quel sens? Dans le sens où ce qu'il y a à faire n'est pas à refaire, mais est réellement à faire. Tu vas construire la fondation de ce que tu vas apporter. La qualité de cette fondation dépendra de ton leadership et dépendra de comment tu vas implanter ton projet. On a parlé tout de suite des priorités de la Health Tech. La question qui a été posée à Dr Farah. Ça revient tout de suite à ce que j'ai abordé tout de suite. Il faut aligner aux priorités. La priorité, comme l'a dit Dr Eli Mahmoud, c'est l'accès aux soins primaires. Et la deuxième priorité, c'est de nous mettre en place un système qui va nous permettre
de, bien sûr, centraliser la récolte et la gestion de notre base de données. Mais pour ça, il faut qu'on ait accès aux données. Et les données, on ne peut pas avoir accès à ces données si la population n'a pas accès aux soins primaires. Ça, c'est première des choses. Et deuxième des choses, il faut décentraliser la gestion. Il faut aller dans cet esprit-là. Il faut décentraliser la gestion de ces outils que vous allez mettre en place. Calquer la vision par pays, le calquer par région dans chaque pays. Parce que tout comme chaque pays a ses réalités qui sont différentes les unes des autres, chaque région aussi a ses réalités qui sont différentes les unes des autres. Et la qualité de la gestion doit être alignée aux réalités socio-culturelles. Parce que la réalité dans les pays africains, dont la Mauritanie, c'est que le côté culturel et le côté social est encore très bien marqué et très bien implanté. Je ne sais pas si on va un jour accepter de dissocier notre social à notre professionnel, notre culture à notre profession. Je ne sais pas si ça arriverait un jour, mais aujourd'hui, les deux sont interconnectés. Et de ce fait, il faut le prendre en compte. Et pour ce qui concerne la santé en tant que telle, quand on me parle je reviens encore d'exemples de financement, il faut savoir que la vision concernant la santé, elle doit changer. Par d'abord, nous, les acteurs de la santé. La santé, c'est un business. Pas comme les autres. Mais c'est un business. Et dans tout business, il faut le modèle de financement aligné avec une sectorialité réaliste et il faut un modèle économique aussi adapté. La différence entre le business de la santé et les autres business, c'est qu'en santé, le besoin, il est toujours là et le besoin va continuer à croître. Pas parce que les maladies augmentent, mais parce que l'accès aux soins augmentera, le diagnostic augmentera, l'accès aux données augmenteront. Donc, ce qui fait que on aura l'impression que notre besoin est en train d'augmenter alors que non. On est juste en train d'avoir un œil beaucoup plus profond sur nos besoins réellement. Donc, si j'ai pu répondre aux questions, j'espère. Sinon, je suis encore disposée à détailler encore plus. Je pense que j'ai excédé mes 5 minutes. Il n'y a pas de souci. Donc, vous avez donné beaucoup de détails justement qui sont très, très intéressants et en complémentarité avec donc, ce qui a été dit précédemment. Donc, justement, moi, je retiens surtout l'aspect culturel qui est très important. Il est encore marqué dans certains pays du continent africain. Et donc, c'est un aspect qu'on doit prendre en considération, surtout, je pense, aux entreprises donc, qui souhaitent justement développer leurs activités. Donc, c'est un aspect fondamental à prendre en considération parce que donc, il faudrait s'adapter, adapter donc même ces produits parfois. Et donc là, c'est un aspect important, c'est aussi un défi peut-être pour certains. Et donc j'en viens, ça c'est une question que je vais poser donc ouverte justement parmi les défis donc que peuvent rencontrer les entreprises qui sont en train de développer leurs activités. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un peu des activités, plutôt des défis administratifs, réglementaires, logistiques aussi, surtout donc la partie réglementaire pour par exemple, je pense aux dispositifs médicaux, etc. Et donc, parlez-nous un peu, donc chacun de votre côté, de votre point de vue, un peu des défis de ce type-là. Docteur Falah, si vous voulez commencer. Oui, je veux bien. Alors, pour moi, les défis sont... Alors, il ne faut pas les minimiser. Je pense qu'il faut les prendre en considération dès le départ. Il faut avoir une bonne compréhension de la Mauritanie, qui est un pays extrêmement complexe, extrêmement intéressant, extrêmement complexe, et où beaucoup de choses sont à faire.
Les défis sont d'abord réglementaires. Hein, au niveau, alors, je pense que même juridiquement, il y a très peu de cadres spécifiques pour la health tech et pour les entreprises de la health tech, je suppose. Je pense que voilà, ça va certainement venir. Mais pour le moment, il n'y a pas de spécificité par rapport à ce type d'entreprise. Mais par exemple, pour les produits de la health tech, on a parfois, ça rend parfois l'enregistrement de certains produits ou services numériques parfois flou parce qu'il n'y a pas vraiment de cadre juridique. Bon, ça commence dans les pays du Nord hein, à mettre en place un espèce de cadre, notamment pour la protection des données, etc. Donc, je ne sais pas où ça en est en Mauritanie. Je pense que M. El Mahmoud répondra mieux que moi. Il y a aussi des défis administratifs. Donc, moi, ça fait 15 ans que je suis en Mauritanie. Je suis effectivement proche de la Mauritanie, qui est mon pays d'adoption et le pays, à mon avis, où je resterai jusqu'à la fin de mes jours. Et j'en suis très heureuse. Je pense que la lenteur des procédures ici, elle est à prendre en considération pour une entreprise étrangère. La lenteur de la logistique parfois aussi, le transport, le stockage, les étapes au niveau du dédouanement. Moi, c'est ce que j'entends au niveau des entreprises ici ou des produits qu'on importe parfois au niveau de l'hôpital ou des entreprises voilà, de certains amis où vraiment c'est parfois un peu difficile de comprendre le parcours administratif et c'est un peu lent et un peu lourd parfois quand on ne connaît pas bien et même quand on connaît bien. Et je pense qu'il faut quand même s'armer de patience par rapport à ça, mais aussi avoir des facilitateurs, des personnes ressources ici qui pourraient faciliter, expliquer le parcours administratif et pouvoir soutenir les entreprises tunisiennes pour leur expliquer et les accompagner dans ce parcours-là. Donc, il faut comprendre les dynamiques du secteur public et privé aussi. Hein, et justement, comme disait le docteur Alama, adapter ces offres aux réalités culturelles qui sont culturelles et administrativo-culturelles aussi. Et je pense que, voilà, l'important, avant toute chose, est de préparer le terrain de ce côté-là. Sinon, les entreprises vont se fatiguer, perdre patience et se décourager alors que c'est vraiment un pays extraordinaire. Super, très bien, merci Dr Farah. Monsieur Elie Mahmoud, juste, on va accélérer un tout petit peu parce que là, on se rapproche de la fin. Allez-y, Monsieur Elie Mahmoud. Merci beaucoup. Je crois que Farah a tout résumé. Donc, oui. il faut s'armer de la patience. C'est vrai que la réglementation est encore en retard, mais il y a beaucoup d'efforts. L'État, je crois que tout dernièrement, l'État fournit beaucoup d'efforts en matière. Il a mis en place le guichet unique, donc l'enregistrement des entreprises, ça devient en 24 heures. Et beaucoup de choses, si vous trouvez, il y a une volonté politique de faire venir les entreprises étrangères et surtout si c'est des entreprises tunisiennes. Nous sommes très proches du contexte tunisien et les Tunisiens, je crois qu'ils sont très acceptés en Mauritanie. D'ailleurs, il y a beaucoup de Tunisiens qui travaillent ici. C'est surtout avoir ce que je n'ai pas voulu dire au début, mais lorsque Farah l'a dit, avoir des facilitateurs, mais avoir les bonnes personnes aussi. Et avoir des bonnes personnes, parce que tout cela, c'est un problème de communication. Vous pouvez tomber dans la bureaucratie tout simplement parce que vous ne connaissez pas la manière de faire dans un pays si complexe que la Mauritanie. Donc, tout ce que quelqu'un qui ne connaît pas peut faire dans 2 mois, une autre personne qui connaît peut le faire en 2 heures de temps. C'est comme ça. Il suffit d'avoir les bonnes personnes. Et je pense qu'au fond, l'État, il n'y a pas une volonté politique d'empêcher les gens de travailler. Nous sommes en train de digitaliser toutes les procédures en matière de passation de marché pour rendre ça transparent et pour lutter contre, vraiment, il y a une vraie volonté de lutte contre la gabegie, la corruption. Et je crois qu'on peut profiter de ces opportunités
pour travailler et donc le facilitateur qui est là, c'est juste porter ta voix vers les vrais décideurs parce que les vrais décideurs, ils veulent que la Mauritanie sorte de son statut classique des pays bureaucratiques, tout ça, et que les pays avancent. J'ai eu à rencontrer beaucoup de jeunes leaders dans le pays, des jeunes décideurs dans les pays, et qui sont vraiment souciés de la réputation du pays, de la réputation de l'administration, et ils veulent vraiment avancer les choses. Je pense que si on comprend la Mauritanie, elle peut être très intéressante en matière d'investissement des entreprises étrangères. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Elie Mahmoud. Et je voulais justement rebondir sur une phrase que vous avez dit. Vous avez dit les Tunisiens sont très bien accueillis en Mauritanie. Laissez-moi vous dire que même les Mauritaniens sont très bien accueillis en Tunisie aussi. Et voilà, donc c'est un pays frère et de longue date. Alors, donc, avec donc, ces défis-là, on finit peut-être avec une petite note positive, Dr Alem. Donc, est-ce qu'il y a de bonnes pratiques? Écoutez aussi le point de vue d'Alama parce qu'il connaît mieux que nous deux. Oui, bien sûr, allez-y. Alors, la même question, je suppose? Oui, si vous voulez. Je pense qu'ils ont déjà tout dit. Qu'est-ce qui me reste à dire? Si vous voulez, soit vous voulez parler de défis ou bien parler plutôt de bonnes pratiques, en plus de s'armer de patience, comme a dit Dr Farah. Donc peut-être s'il y a d'autres pratiques plus concrètes justement pour pouvoir justement adapter son offre au contexte local. Moi, je rejoins ce qu'ils ont tous les deux dit. La lenteur, elle est là, effectivement. Et je dirais que la Mauritanie ne fait pas exception. Il ne faut pas qu'on diabolise non plus et dire que oui, en Mauritanie, moi j'ai eu l'occasion de travailler dans beaucoup de pays africains, asiatiques et européens. Et je peux dire que la Mauritanie est nettement mieux que beaucoup de pays. Le miel ne se dit pas doux, bien sûr, mais dans ce sens-là, la Mauritanie est nettement mieux que beaucoup de pays. Mais cela étant, comme beaucoup d'autres pays, nous avons nos propres réalités. Il y a un proverbe qui dit on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Elie Mahmoud l'a dit, toutes les entreprises étrangères sont les bienvenues. Mais quand tu viens dans un pays étranger, il faut t'adapter. Il faut t'adapter à la mentalité. Il faut t'adapter aux réalités culturelles. Il faut t'adapter aux réalités traditionnelles aussi. Et en ce qui concerne la lenteur au niveau administratif, elle n'est pas nouvelle. Elle existe depuis très longtemps. Et même dans ce sens aussi, la Mauritanie ne fait pas exception. Il y a des pays où, en termes de régulation, de réglementation, même au Sénégal tout près, où il peut faire 6 mois, 7 mois avant de poser une commission pour pouvoir valider certaines molécules, pour pouvoir faire passer des autorisations de mise sur le marché, pour pouvoir faire passer des certificats de libre vente. Mais quelle que soit la lenteur et quel que soit le contexte où que tu sois, il faut avoir les bonnes personnes avec toi. Ça, c'est une chose. Deux choses, ouvrir la porte, mais ouvrir la bonne porte et au bon moment. Donc, pour ça, il faut avoir une très bonne analyse, une très bonne étude de marché avant de vous lancer sur le terrain. Bien identifier les différents acteurs qui vont être impliqués et identifier les acteurs qui peuvent influencer la mise en œuvre de votre projet dans le pays. Adapter aux attentes,
parce que là, je vais me répéter. Je pense que j'ai répondu précocement à la question durant mon intervention précédente. Quand je dis qu'il faut adapter vos objectifs, non seulement aux besoins, mais aux attentes du système, aux attentes des utilisateurs et aux attentes aussi de la population. Parce que le patient, finalement, c'est lui le bénéficiaire final. Il faut être sûr que vous collaborez étroitement avec toutes les parties prenantes, sans exception. Et comme on dit, avoir dans sa tête, je suis chez moi, mais je n'oublie pas que c'est chez eux. C'est-à-dire, je me permets librement de poser toutes les actions que je pense et que je juge être utiles pour répondre aux besoins réels. Mais que je n'oublie pas que je ne suis pas chez moi en adaptant la manière de faire. Je ne vais pas venir m'imposer. Je vais proposer une solution et je vais m'arranger à ce que cette solution soit acceptée et qu'elle ne soit pas mise en œuvre par moi tout seul, mais qu'il y ait un co-développement. Le co-développement est très important et ça, c'est un état d'esprit. Tu peux dicter ce que tu connais, mais tu ne peux pas dicter à quelqu'un sa manière de vivre chez lui. Donc, il faudra aller dans un état d'esprit et se dire que je suis acteur de mon projet, certes, je suis l'investisseur étranger, certes, je suis venu m'installer ici, certes, mais je dois aller en co-développement et que tout acteur que je rencontrerai sur mon chemin doit être un co-acteur de mon projet. Et il doit avoir sa place afin que je puisse, de manière efficace, mettre en place ce projet. Les opportunités sont là. Les financements aussi sont là. La Mauritanie est prête à accepter, la Mauritanie est prête à recevoir, la Mauritanie est prête à accueillir. Mais c'est juste qu'il faut que tout soit aligné. Je vais clôturer ce que je suis en train de dire parce que j'ai dit tout à l'heure. Le financement, il est hybride. Il y a plusieurs types de mécanismes de financement existants, mais le mécanisme de financement qui sera adopté en fonction du projet, en fonction du secteur. Et pour que ce mécanisme de financement soit adopté de manière précise, de manière objective, il faut que la solution du porteur de projet aille en adéquation et soit alignée avec les attentes de notre plan national de santé, avec les attentes de notre système de santé, avec les attentes de nos professionnels de santé et surtout avec les attentes de notre population. Il faut avoir au centre de votre stratégie les réalités socio-culturelles. Et se dire que c'est nouveau chez nous. Il ne faut pas déposer et partir. Il faut assurer derrière qu'il soit bien utilisé. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Dr. Alem Almahdi. On clôture sur une très belle note. Moi, j'ai noté en fait s'entourer des bonnes personnes, ouvrir la bonne porte au bon moment, comme vous avez dit. Donc, savoir faire son étude de marché, savoir bien cibler, s'adapter et adapter ses objectifs donc au système, aux utilisateurs et aux patients surtout, et collaborer et co-développer ensemble, bien sûr. Donc, ça, c'est un très, très bon conseil. Dr Farah et Eli Mahmoud, en une phrase, un conseil aussi pour les entrepreneurs. Vraiment, on a dépassé le temps. Donc, 1 minute, une phrase chacun. Un petit conseil pour les entreprises qui souhaitent développer leurs activités en Mauritanie. Allez, docteur Farah. Monsieur Eli Mahmoud, allez-y. Oui, non, Farah d'abord. Allez-y. Farah d'abord. Vous êtes en mute. En mute, on ne vous entend pas. Merci beaucoup. Merci. Je sais que ici, les femmes ont une place particulière. Donc, merci beaucoup, monsieur Eli Mahmoud. Culturellement, j'en profite en tout cas. Je donnerai une phrase et je reviens,
à la base, je pense que je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'elle vient de dire, c'est de privilégier vraiment une approche partenariale avec les structures locales ici qui existent déjà. C'est vraiment ça que je retiendrai vraiment. On est dans du co-développement, on est main dans la main. Vous n'y arriverez pas si vous n'avez pas la main d'un Mauritanien dans votre main et si vous n'avez pas une première phase d'observation préliminaire à comment fonctionnent ici les choses. En tout cas, effectivement, c'est main dans la main ensemble. Très bien. Monsieur Eddie Mahmoud. Désolé, moi, j'étais coupé, donc ça va des coupures d'électricité. Ça aussi, c'est un défi qu'il faut. En direct, en live. Non, moi, mon conseil, c'est d'avoir le courage et d'aller. Ça va réussir certainement. Donc, moi, j'encourage les entreprises tunisiennes à vraiment aller investir en Mauritanie. Moi, en tant que Tunisienne, je ne peux qu'encourager. Super. Merci beaucoup. Merci à vous tous. On va juste prendre une question. Il y a une question de Malwa Aboubakr qui demande par rapport à... Donc, est-ce qu'il y a un cadre légal aujourd'hui par rapport à l'hébergement des données de santé en Mauritanie, surtout pour ceux qui ont des solutions de e-santé? OK, donc on n'a pas encore le cadre, on n'a pas le cadre légal. Généralement, ce qui s'est fait, c'est que nous avons inauguré tout dernièrement le cloud national. Il y a le ministère du numérique qui gère les données. Il exige toujours que les données soient hébergées en Mauritanie. Donc, mais en même temps, il offre l'hébergement parce que nous avons le cloud national. Généralement, si vous allez travailler dans le cadre digital, c'est surtout des avis qu'on prend auprès du ministère de numérique et de l'Agence nationale de numérique. Et c'est quelque chose qui est facile parce que j'ai déjà des projets en cours qui ont des hébergements. Parfois, on donne une période de grâce au projet de faire héberger chez eux pour une période de 3 mois ou 6 mois, mais qu'après, si c'est un projet qui va s'installer en Mauritanie, l'hébergement final des données, il doit être en Mauritanie. Mais on n'a pas encore développé le cadre, à ma connaissance, le cadre légal, mais les choses se passent généralement de manière souple. Très bien, OK. Merci beaucoup. Merci à vous trois d'avoir accepté pour votre disponibilité pour ce webinaire. C'était très enrichissant je vous dis à très bientôt. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci, Thomas. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir.